Alors monsieur, comme je l'ai dit en début de cette édition d'information, nous recevons Mike Mukebai, honorable député élu de la commune de Lingouala. Il est membre cadre de l'Ensemble pour la République et proche de Moïse Katumbi. Nous allons parler avec lui à la question liée à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Mike Mukebai, bonjour. Bonjour. La question d'insécurité à l'est du pays persiste et les manifestations sont organisées en commun pour dire non à la force des l'EAC. Pensez-vous que c'est une bonne démarche de la population de l'est du pays? Non, je comprends la réaction de mes compatriotes de Goma. Ils sont excédés et normal qu'ils manifestent. Mais en même temps, je les appelle à beaucoup de responsabilités parce que j'ai remarqué que les deux premières journées de manifestation ont connu des attaques, si je peux dire entre guillemets, ciblées contre certains intérêts Tutsis, ce qui risque de laisser croire que les Tutsis sont stigmatisés. Donc je les appelle à ne pas tomber dans ce piège-là, donc à ne pas céder à ceux qui veulent faire passer les Tutsis comme une minorité à protéger, et qui serait donc menacée et qu'elle est à protéger. J'ai vu le titre de France 24 qui m'a fait froid au dos, son reportage où il était dit qu'une journée ville morte vire au pillage anti-Tutsi. Ouais. C'est très très grave cette orientation-là. Donc prenons garde que cela ne soit pas ainsi entendu, ainsi compris à travers le monde. Bon, la question de la présence de l'EAC, moi je comprends que nos compatriotes protestent, mais c'est la responsabilité de Félix Tshisekedi. C'est lui qui nous a amenés à la Eastern African Community. La question que je me pose, il s'était assuré de toutes les garanties. Nous avions émis des réserves depuis le début. Nous disions d'abord que cette communauté-là ne nous donnait pas des assurances du fait que 2 ou 3 de ses membres nous sont traditionnellement hostiles, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Et par ailleurs, nous évoquions aussi notre réserve en ceci que nous n'avions pas des experts dans cette communauté pour comprendre comment ça fonctionne, les mécanismes, ainsi de suite. Mais lui s'est dit, il nous a dit, j'y vais. Et ce qui est curieux, c'est qu'il est mis en minorité aujourd'hui. Mis en minorité, lui-même l'a quasi avoué, en tout cas les communiqués du ministre des Affaires étrangères, Christophe Satundola, dit comme ça, noir sur blanc, que les États membres de l'East African Community ont reconnu des pesanteurs qui gênent la mise en œuvre. Donc ça signifie qu'il y a des remarques qui nous ont été formulées et ensemble avec les États membres, nous n'avons pas trouvé de réponse à ces remarques-là. Et c'est vraiment dommage, nous sommes dans une impasse. Je ne sais pas, à mon point de vue, quel nouveau souffle il va trouver et il les trouvera où. C'est pourquoi j'évoque, moi, comme tant d'autres, de plus en plus l'hypothèse de négocier avec le M23. Mike Mukebai, cette initiative de l'EAC et de la force régionale a été prise pour appuyer les FARDC pour combattre contre les rebelles M23. Est-ce que pensez-vous qu'il y a une autre alternative? Si aujourd'hui on se décide de quitter l'EAC, de renvoyer les forces régionales? Non, il n'y a pas d'alternative parce que l'EAC c'est la communauté la plus concernée par cette crise-là. Elle est immédiatement concernée du fait que c'est une crise qui touche au commerce. Dans la partie orientale de l'Afrique. Vous savez que le Kenya, avec son port de Mombasa, connaît un grand flux de marchandises qui débarquent là-bas pour l'Est de la République démocratique du Congo. Autant une grande quantité aussi de marchandises qui sortent de l'Est de la République démocratique du Congo par le port de Mombasa. Donc ces pays-là sont très concernés. Si déjà à ce stade, nous n'arrivons pas à trouver des solutions avec ces pays-là, je ne vois pas quelle autre partie d'Afrique va nous apporter le soutien. Il s'agit d'être réaliste, de regarder la situation en face. Avons-nous le moyen militaire de gagner la guerre? J'ai dit non. Pouvons-nous compter sur l'EAC et sur l'East African Community? Nous nous rendons compte que non plus. Il nous reste une voie, la voie de négociation. Est-ce que vous ne pensez pas... Parce que vous savez, nous sommes en train d'aller vers une approche qui, à mon point de vue, ne prend pas en compte la réalité de la situation sur le terrain. La crise à l'Est, l'insécurité à l'Est, n'est pas que l'effet du M23. Félix Tshisekedi, aujourd'hui, nous pousse à une certaine cristallisation autour du M23. Non. L'insécurité à l'Est, elle est l'effet des groupes armés qui écument cette partie de la République. L'insécurité à l'Est va de l'Ituri
en passant par le Nord Kivu, Sud Kivu et les Tanganyika. Sinon, comment expliquer la présence des forces burundaises dans les Sud Kivu? Donc prenons la question globalement pour y apporter une réponse. Et là, quand on parle des pesanteurs, c'est justement ça la responsabilité de la République démocratique du Congo. Pendant que la communauté pousse à ce que nous puissions négocier avec des groupes armés, que le monde perçoit cette situation d'insécurité comme une affaire de groupes armés qui écument l'Est, nous, de notre côté, nous associons certains groupes armés au fond, ensemble avec les FARDC. C'est cela le grand problème. Et pire, il y a davantage de soupçons d'accointance, de connivence entre l'armée loyaliste congolaise et l'FDLR. Vous avez entendu ici un audio, je crois que vous l'avez auditionné, qui a beaucoup circulé dans les réseaux sociaux. En tout cas, moi, j'ai eu à l'authentifier. Et ce qui est grave, c'est que dans cet audio, il est fait état d'un certain Omega. Et vous connaissez Omega, c'est qui? Omega, c'est le commandant numéro 1 de FDLR. Donc, il est évoqué dans un échange entre officiels congolais. Et c'est cela le grand problème. C'est cela, c'est pesanteur avant tout. Les Nyaturas sont aux côtés des FARDC, c'est connu, c'est établi. Et même, vous avez vu, je crois que, je ne sais pas si vous avez vu ces images, des images de cadavres blancs au front, justement. qui vraisemblablement sont de mercenaires. Alors, Mike Moukébaï, est-ce que vous pensez, comme d'autres opinions, qui pensent qu'il faut aujourd'hui quitter l'EAC, s'y rallier peut-être à la SADC ou d'autres... Non, nous avons toujours été membres de la SADC, mais pour cette crise ici, Félix Tshisekedi a pensé que la liste African Community était mieux placée. Bon, il s'est fait qu'aujourd'hui, il est mis en minorité. La solution n'est pas de quitter la liste African Community. Moi, s'il s'agit de quitter cette communauté, ce n'est pas parce qu'elle ne nous aura pas aidé à vaincre la M23, mais pour bien d'autres raisons. D'abord, son article 4, qui est mis en cause par plusieurs experts, qui parle des cessions des terres. C'est vraiment très, très dangereux pour nous et pour bien d'autres raisons. Quant à la crise, à ces jours, allons négocier à M23. Que Félix Tshisekedi ne se laisse pas prendre par le piège de sa propre conviction. Ça nous arrive, nous, à l'intellectuel, après avoir levé une option, alors que la réalité a changé, l'intellectuel reste accroché à sa conviction en disant que si je recule, les gens ne me prendront pas au sérieux. Alors, il est temps de reculer et de négocier avec le M23, qui d'ailleurs, depuis ce matin, les troupes du M23 sont en porte de Goma, en tout cas à quelques kilomètres des Saké. Et vous savez, je me demande même comment vit la population de Goma. Goma est complètement, au-delà de la psychose, Goma est étranglé. Toutes les voies d'approvisionnement de Goma sont coupées. Il lui reste que la frontière Gisenyi avec le Rwanda, qui d'ailleurs ferme depuis un certain temps à 15 h. Et les hommes d'affaires se sont mis ensemble pour solliciter des autorités de repousser l'heure de fermeture de cette frontière. Il leur a été demandé des pots de vin. Alors, une question peut-être de curiosité. Mak Moukébaï, est-ce que vous pensez que le régime Tshisekedi gère bien la question de l'insécurité à l'est du pays? Non, comment vous allez me demander si le régime gère bien? Vous voyez vous-même les conséquences. Vous voyez vous-même c'est à quoi nous assistons. Félix Tshisekedi décide un matin de nous amener dans la communauté d'Afrique de l'Est. Il la vante, il est sûr. Vous savez, un jour, c'est à ce moment-là, il s'est présenté comme le journaliste qui sort, qui lance, qui diffuse des scoops. Félix Tshisekedi nous a dit ici dans une interview, à partir de New York, si je ne m'abuse, en face des journalistes de France 24 et RFI, dit les M23 là, vous êtes en train de blaguer, vous. Savez-vous que les forces kenyanes débarqueront par Bunagana? Vous allez vous en prendre à vous-même. Je ne peux pas comprendre, certains parlent de naïveté, mais en tout cas, aujourd'hui, tout démontre que Félix Tshisekedi est mis en minorité, c'est clair. Alors, si on a parlé de la politique, vous êtes un cadre d'ensemble pour la République, vous étiez à l'Union sacrée de la Nation, et du coup vous êtes parti, il y a l'opinion qui pense que vous avez fait ce qu'on appelle une fuite en avant, vous fuyez un camp politique parce que le pays est attaqué. Vous ne pensez pas que vous avez fui les combats que vous pourriez bien évidemment mener ensemble avec Félix Tshisekedi? Non. Dès le début, au départ, quand nous sommes arrivés à la table de négociation, pendant qu'il fallait mettre en place l'Union sacrée, nous avons posé un préalable. Pas en tant que préalable, mais en tout cas, nous sommes venus avec un cahier des charges. Un cahier des charges supposé pour nous, en face de nous,
les autres présentent aussi leur cahier des charges et ensemble nous nous mettons d'accord, nous trouvons un compromis autour d'un programme de gouvernement. Vous ne pouvez pas parler coalition sans un programme commun de gouvernement. La coalition en fait politique, c'est quoi en réalité? C'est que vous vous mettez ensemble et vous partagez des idées et vous dégagez un compromis. Et lequel compromis devient la ligne directrice de l'organisation. Félix Tshisekedi n'a jamais voulu de ces cahiers de charges. On nous a dit que les autres étaient pressés, qu'il fallait y aller très vite. Pourtant, Katumbi, pourtant, tirait les leçons de l'histoire. En 2006, il y a eu une coalition sans programme de gouvernement. Sans aucun programme commun de gouvernement. La coalition Palou-PPRD. Vous avez vu ce que cette coalition a donné au pays. Et hier encore, la coalition FCC4 sans aucun programme commun de gouvernement. Katumbi a tiré ses leçons, a dit il nous faut un programme commun. Notre offre a été rejetée, purement et simplement rejetée. Quelques mois plus tard, il reviendra à la charge, cette fois-là, avec une revendication, une requête bien claire. Il s'agissait de mettre en place un cadre de concertation. Faute d'un programme commun, mettons-nous autour d'un cadre de concertation qui va nous permettre de discuter et d'évaluer ce que nous faisons ensemble. Là, encore, une fin de non-recevoir lui a été opposée de la part de Félix Tshisekedi. Et comment voulez-vous, quand vous soyez là, à subir l'unilatéralisme de Félix Tshisekedi et accepter d'aller jusqu'au bout? Tout ce qui est fait avec ces gouvernements l'est au nom de la vision du chef de l'État. Sa vision à lui. Nous ne sommes pas venus là, nous, pour porter sa vision. Nous étions venus là pour qu'ensemble nous dégagions une vision. Et donc, comme c'est sa vision... C'est qu'il avait accepté. Vous dites? Quand vous êtes venu, il a accepté. Il n'a pas accepté parce qu'il a rejeté notre cahier des charges. Il a rejeté notre cahier des charges. Alors, comme c'est sa vision à lui, donc le résultat, bon ou mauvais, sont à assumer par qui? Par lui seul. Mais nous, nous avions trouvé qu'il était temps de partir. Parce qu'à chaque fois que ça dérivait, nous avons eu à élever la voix. Par exemple, vous êtes content du fait que vous êtes parti? Ah, si moi, si vous me posez la question personnellement, tout gai comme un enfant devant un jouet, tout gai, je suis très gentil et très heureux. D'ailleurs, vous savez, moi j'étais le premier à partir, 1 mois ou 2 mois après la mise en place de l'Union sacrée. Pas forcément à cause de ce qui s'est passé au niveau national, mais plutôt ce que je vivais moi-même, mon niveau de l'Union sacrée provinciale. Y a-t-il une Union sacrée provinciale à Kinshasa? Il n'y en a même pas. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, elle n'existait pas. Elle n'existait pas, cette union sacrée. Plutôt, l'Assemblée provinciale de Kinshasa est dominée par une majorité appelée Dynamique Ngobila. C'est ça la triste réalité. Donc, moi, je suis très heureux. Nous devions dégager notre responsabilité, nous assumer, nous, en tant que nous, devant le peuple. Nous allons vers les élections. Chacun aura à rendre compte de ce qu'il aura fait pendant ces 5 années. Alors, comment voulez-vous que nous continuions avec Félix Tshisekedi alors qu'il s'agit de la vision à lui? Donc, d'une politique unilatérale. L'Union sacrée ne jure que sur sa réélection. Bon, jurer, c'est bien beau, c'est légitime. Moi, je le leur concède. Hein. Je comprends quand l'ivresse de lait monte à la tête aux gens. Moi, vous savez, j'ai une belle expérience en politique. Moi, j'ai été aux côtés des grands. J'ai accompagné beaucoup de grands, accompagné façon de parler. J'ai fait 5 ans de métier de journaliste. J'ai été de côté de grands et j'ai vu des gens tomber du piédestal jusqu'à la dernière seconde sans se rendre compte qu'ils étaient tombés. Ouais. Les drames avec la politique, c'est qu'elle vous coupe des réalités. Vous vous enfermez dans une sorte de concombre, dans une sorte de bulle. Et vous ne voyez pas plus loin que votre propre nez, et vous vous flattez, vous regardez votre nombril, et vous n'écoutez que ce qui va dans les sons de ce qui vous plaît. Et c'est ce qui tue. Et c'est ce qui est en train d'arriver à Félix Tshisekedi. Alors, peut-être pour... Et à sa clique de prédateurs. Peut-être pour terminer, Mike Mukebai, qu'est-ce que Ensemble pour la République préconise pour résoudre la question d'insécurité à l'Est? Je ne suis pas ici porteur d'un mandat d'ensemble. Non, vous êtes cadre. Moi, je vous ai donné une proposition à moi. Quand vous dites crise de l'Est, j'ai dit d'abord, ce n'est pas que le M23. C'est une crise multiforme à l'Est là. Ici, il y a le M23. Pour vous, il faut négocier avec les M23. Oui, en ce qui concerne le M23, nous devons négocier. Sinon, alors, prouvément le contraire, changer le rapport de force sur le terrain. Et donc, là, je peux vous dire, ok, allez-y par la voie militaire. Dans l'entretemps, Goma continue à être à succès. Dans les semaines qui viennent, la vie sera intenable. Et je crains que ce soit la stratégie du M23 d'étouffer Goma, de prendre Goma en étau
Et comme ça, la population va aller dans quoi? Dans les émeutes. Nous risquons d'enregistrer des émeutes plus graves que les 2 dernières journées villes mortes que nous avons connues. Et c'est ce que je redoute le plus, parce que là, nous allons encore connaître de grandes pertes en ce qui concerne les tissus économiques. Vous avez vu, les manifestants s'en sont pris aux boutiques des particuliers, ainsi de suite. Si nous connaissons une aussi grave crise dans ces pays sur le plan économique, c'est en grande partie à cause des pillages des années 80, 10 que nous avons connus. Alors, anticipons que ça n'arrive pas à Goma. Et il faut craindre qu'il y ait l'effet contingent, si ça arrive à Goma, que demain aussi Bukavu connaisse des émeutes. Il faut craindre et redouter. Peut-être à Ituri aussi. Il faut redouter ça, donc anticipons. Voilà, c'était Mike Mukebai, député provincial élu de Lingwala, cadre d'Ensemble pour la République. Il est aussi proche de Moïse Katumbi. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Madame, Monsieur, ce journal est complètement terminé. Nous vous disons merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur les www.actu30.cd. Au revoir.